Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'histoire d'une fausse affaire concernant cette mission d'observation électorale qui vire à un scandale d'État. Des individus ont usurpé l'identité de Transparency International pour tenter de crédibiliser le scrutin présidentiel au Cameroun. La supercherie, dévoilée au grand jour, révèle des manœuvres peu orthodoxes pour contrecarrer les dénonciations des irrégularités observées le jour du scrutin présidentiel. À suivre dans ce journal, des enquêtes exclusives pour démystifier les zones d'ombre autour de ce scandale et la réaction des candidats à l'élection présidentielle qui augure déjà des batailles post-électorales au Conseil constitutionnel et l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football qui se déroule sous haute tension. Déjà 8 heures de travaux, des échanges houleux entre les délégués qui doivent examiner 4 textes pour réformer les mécanismes de fonctionnement de la FECAFOOT. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Les masques sont tombés après les dénonciations de Transparency International sur la tentative délibérée d'usurper son identité via une mission d'observateurs électoraux, contrairement aux propos allégués et diffusés sur la télévision publique. Transparency International n'a jamais mandaté des observateurs électoraux pour apprécier le bon déroulement du scrutin présidentiel au Cameroun. Ces individus qui se sont présentés devant la télévision publique comme affiliés à Transparency International ne sont pas reconnus par cette organisation. D'où viennent-ils? Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse dans cette enquête exclusive que signe Jean-Paul Chouniat. L'affaire du Transparency Gate remonte au lundi 8 octobre 2018, moins de 24 heures après l'élection présidentielle au Cameroun. Présenté sous l'étiquette d'observateurs électoraux de l'ONG Transparency International, ce groupe d'expatriés en a présenté leur rapport d'observation. Voici quelques temps forts du traitement qu'en a fait la CRTV, la télévision d'État. Présidentielle du 7 octobre 2018, en attendant le verdict des urnes, voici venu le temps du verdict des observateurs électoraux. Au rang des nombreuses missions d'observateurs accréditées dans notre pays, figurait celle dépêchée par la très célèbre organisation non gouvernementale Transparency International. Je trouvais que c'était d'une grande sérénité et en même temps d'une grande émancipation démocratique. Loin des irrégularités relevées, le reportage choisit de relayer de bout en bout le satisfecit total de cette mission. À l'unisson, les membres de la mission d'observation de Transparency International, dans le cadre de la présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun, situent notre pays au rang de ceux qui ont atteint un certain degré de maturité dans la conduite des processus électoraux et qui méritent aujourd'hui d'être cités en exemple. Au-delà de tout ça, le plus important, c'était de voir que les bureaux de vote étaient ouverts, que tous les candidats étaient représentés. Au-delà d'observer, ces faux experts de la Transparence Internationale félicitent Elections Cameroun, plus que critiqués sur l'organisation de ce scrutin présidentiel et le dépouillement des votes. De ce que j'ai vu hier au dépouillement, c'était une véritable leçon de démocratie. Le président du bureau était là, les choses étaient faites très clairement. Encore une fois, ce document d'Elecam qui était là, qu'ils ont ouvert, ils ont dit voilà, il faut qu'on fasse comme... C'était très pédagogique. L'opinion nationale et internationale a gobé la supercherie jusqu'à la sortie de Transparency International. Dans un communiqué pondu le 9 octobre, la directrice générale de cette ONG, Patricia Moreira, dit n'avoir jamais envoyé une mission internationale d'observation des élections au Cameroun, même si du moins elle reconnaît à la section locale de son organisation d'avoir mis en place un mécanisme permettant aux citoyens camerounais de dénoncer des irrégularités observées. Patricia Moreira précise tout de même que ces activités-là ne font nullement partie d'une quelconque commission d'observation électorale officielle. Précision qu'a aussi fait Maître Nguini, président de Transparency Cameroun. Pour comprendre cette affaire cousue de tout fil, nous appelons plusieurs fois au numéro de téléphone au bas du communiqué. The mailbox of Transparency International, please email press@transparency.org. Sur cette tentative infructueuse, nous écrivons à cette ONG via son adresse mail presse@transparency.org.
De 12h38 à la diffusion de ce reportage, pas la moindre réponse. Et au demeurant, qui sont donc ces usurpateurs de la transparence internationale? Une agence de presse en ligne Cameroun Press, créée au mois de septembre 2018, serait la couronne de leur arrivée au Cameroun. Qui a donc invité ces messieurs et dames pris en flagrant délit d'usurpation de titres, en leur délivrant accréditation, mise en exergue sur ces images, sans trop comprendre les motivations d'une agitation transpirant un manque de sérénité? D'aucuns s'interrogent même sur la rapidité du ministère de l'administration territoriale à avoir accrédité des agents d'une ONG régulièrement critiquée par le gouvernement pour ses rapports négatifs d'indices de perception sur la corruption au Cameroun. Sur cette affaire, la presse parle de grosses manipulations. À qui profite donc toute honte but le crime de cette usurpation de titres à ciel ouvert? La classe politique, tout comme des observateurs de la scène publique, sont sans réponse à cette question. La boîte de Pandore est ouverte après des révélations sur ce scandale concernant cette fausse mission d'observation électorale qui a usurpé l'identité de Transparency International, qui est cette agence Cameroun Press qui dit avoir invité ses observateurs au Cameroun. Comment ont-ils obtenu les accréditations? Qu'en pense Transparency International, antenne du Cameroun? Nos reporters à Yaoundé sont allés rencontrer ces différents acteurs pour démystifier les autres zones d'ombre qui entourent cette affaire de Transparency Gate. Voici le reportage. La polémique sur les prétendus observateurs électoraux qui se sont présentés comme mandatés par Transparency International ne retombe pas. Au siège de Transparency International, section Cameroun à Yaoundé, si tout semble se dérouler comme à l'accoutumée, c'est néanmoins l'étonnement et l'agacement qui ressortent des explications des responsables de cette organisation. Maître Charles Nguini, le responsable de Transparency Cameroun, raconte un scénario fou duquel il dégage d'abord la responsabilité de l'organisation qu'il dirige au Cameroun. Ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de cette polémique. Nous avons appris qu'il y avait une mission d'observation de Transparency International. Nous nous sommes informés auprès de notre siège à Berlin, le secrétariat international à Berlin. Ils ont dit qu'ils avaient déployé aucune mission au Cameroun. Nous également au Cameroun, nous l'avons sollicité, nous n'avons déployé aucune mission. Il précise que c'est avec curiosité qu'il a appris la présence d'observateurs de Transparency International au Cameroun. Cela nous a semblé curieux que un groupe d'individus se prévalent de la qualité d'observateur de Transparency International. Pour clarifier la situation, Transparency Cameroun indique avoir pris ses distances avec ces pseudo-observateurs, tout comme sa direction à Berlin. Nous avons fait une déclaration publique mardi, et que Transparency également au niveau de Berlin a fait une déclaration pour dire que ce groupe était inconnu de nous et qu'il ne pouvait pas se prévaloir de Transparency, de la qualité d'observateur de Transparency International. Pour comprendre comment cette équipée a pu en arriver là, Transparency Cameroun donne une explication. Ils ont bénéficié, il faut le dire, comme d'autres organisations, d'une formation sur notre plateforme. Nous avions une plateforme de dénonciation des fraudes et des irrégularités que nous avons mis en place sur Internet. Elections Cameroun, no corruption, no CICIA. Cette plateforme-là, tout le monde a bénéficié de la formation. Mais ceux qui en ont bénéficié dans d'autres organisations ne se sont pas prévalus de la qualité d'observateurs de transparence, puisqu'il n'en était pas question. Mais malgré cette forfaiture, Transparency International dit avoir renoncé à toute suite judiciaire après une rencontre avec les mises en cause qui se sont expliquées et excusées. Une posture qui pourrait cependant évoluer s'il s'avérait qu'il s'est agi d'une mécanique savamment montée. Quant à l'agence Cameroun Press, présentée comme celle à l'origine de l'arrivée de ces observateurs d'un autre genre au Cameroun, elle est aux abonnés absents. Nul ne sait où se trouve son siège et elle est injoignable au téléphone. Les usurpateurs, eux, ont passé de mauvais moments, la peur au ventre après la découverte de leur stratagème, au point qu'ils ont dû se faire escorter par les forces de l'ordre pour quitter le Cameroun. Après les révélations sur ce scandale d'État, le candidat du MRC à la présidentielle
s'insurge contre la télévision publique qui, selon lui, a participé à la fraude informative des faux agents de Transparency International. Son porte-parole, celui de Maurice Kamto, annonce une plainte contre la télévision publique, Bibou Nissak, qui précise que le candidat du MRC n'a jamais incité à la violence. Il réaffirme et martèle qu'il a tiré le penalty et marqué le but et que selon lui, c'est les autorités administratives qui incitent à la violence et non le candidat du MRC à l'élection présidentielle. Compte rendu avec Joël Essengue et Marcelin Gansop. Alors que le débat enfle au sein de l'opinion au sujet des supposés observateurs de Transparency International, Maurice Kamto monte au créneau et annonce une plainte contre la télévision d'État. Nous savons désormais, par l'entremise de Transparency International, la vraie cette fois, que cela était ce qu'on appelle couramment un fake. C'était un mensonge. Maurice Kamto se réserve le droit d'engager dans les heures qui viennent des poursuites à l'encontre de la CRTV et du personnel responsable de cela. Tout comme il exige le plus tôt possible qu'une enquête publique soit ouverte sur ces faits afin que les conséquences, notamment de droit, puissent en être tirées. Parce que nous savons qu'ils étaient là pour cautionner des fraudes qui se font en ce moment. Le porte-parole du tireur de pénalty balaie du revers de la main les accusations relayées depuis lundi, selon lesquelles Maurice Kamto inciterait à la violence. Maurice Kamto n'a pas voulu user de l'article 113 de ce code électoral, qui dispose notamment que dans chaque bureau de vote, une fois que le dépouillement est achevé, les résultats après compilation sont immédiatement rendus publics. Alors, revendiquer ces résultats qui sont rendus publics, ce n'est pas s'auto-proclamer président de la République. Et nous savons que personne n'est dupe et que ceux qui essayent de monter en épingle à cheveux cela savent dans quel dessein ils le font. Nulle part il y a eu d'invite à l'insurrection, que nulle part il y a eu d'invite à la violence. Maurice Kamto dénonce un stratagème monté par les forces du mal qui voudraient l'utiliser pour justifier la sale besogne au cas où le désordre s'installait. Nous mettons en garde les Camerounais contre la manipulation parce que ceux qui sont en train de dire la violence est en train d'arriver sont ceux qui la préparent. Soyez vigilants. Nous savons que des casseurs au moment où nous parlons sont recrutés. Nous savons que des instructions leur sont données. Nous savons qu'il s'agit de monter certaines communautés contre les autres. Nous sommes informés. Lorsque quelqu'un vous dit on a incendié, on a tenté d'incendier la maison de Maurice Kamto, des foules de personnes sont venues pour le faire et les forces de l'ordre les en ont empêchés. Quand on sait que ce n'est pas vrai, alors cela au moins cache la volonté de le faire. C'est une incitation à la violence. Et nous en appelons aux autorités camerounaises à voir la violence d'où elle vient vraiment, à regarder la direction des personnes qui incitent à la violence et à ne pas se montrer ni sourds ni aveugles à leurs agissements. Pour le porte-parole du professeur Maurice Kamto, aucune loi n'a été violée, comme cela semble prospérer depuis sa sortie médiatique de lundi dernier. Le candidat du parti Univers, Cabral Libi, lui aussi n'a pas manqué de dénoncer des fraudes électorales durant ce scrutin présidentiel. Il affirme que ses équipes et lui s'activent à compiler les résultats et si jamais, selon lui, il observe qu'il fait partie des candidats en tête de cette élection présidentielle, il va revendiquer sa victoire. Je vous propose de l'écouter dans ce reportage de nos correspondants du côté de Yaoundé. 48 heures après le scrutin présidentiel, Cabral Libi, le candidat du parti Univers, s'est exprimé lors d'un point de presse à Yaoundé. Sans détour, il a affirmé que cette élection a été entachée de graves irrégularités. Le scrutin a été scandaleusement émaillé de graves irrégularités avec parfois des atteintes à la personne physique dont certains de nos représentants ont été victimes. Cela a-t-il poursuivi, y compris jusque dans le bureau de vote où le président de la République s'est acquitté de son devoir électoral. Dans plusieurs localités, les votes multiples et les bourrages d'urnes étaient légion, y compris dans le bureau de vote où a voté le président de la République. Nous en avons les preuves. Dans plusieurs pays, Suisse, France, Algérie et autres, nos représentants n'ont pas eu accès au bureau de vote. Pour lui, malgré les fraudes, si au terme du processus de vérification actuellement en cours, il était déclaré vainqueur, il entend défendre sa victoire jusqu'au bout. Si au bout de cette opération,
objective et de vérification, notre victoire est établie. Je dis bien, si et seulement si elle est établie, je ne laisserai en aucun cas celle-ci être volée par quiconque, car cette victoire serait celle du peuple camerounais assoiffé de changement. En attendant, le candidat du parti Univers appelle les Camerounais à rester mobilisés et en même temps les gouvernants à se montrer responsables. Je demande donc aux Camerounais de rester mobilisés et debout, dans l'attente d'une proposition de démarche d'action que je leur proposerai en cas de tentative de vol de leur victoire. J'appelle à la conscience des gouvernants sur les conséquences imprévisibles d'une quelconque forfaiture de trop. Nos avocats, au regard du caractère hautement scandaleux des irrégularités, au bout du compte, Cabral Libye a laissé entrouverte l'idée d'une saisine du juge électoral, mais n'a guère fait allusion à la sortie de Maurice Kamto, qui s'est autoproclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Elle se positionne comme une gardienne de la sincérité des résultats de la présidentielle du 7 octobre 2018. La conférence épiscopale nationale invite le Conseil constitutionnel à proclamer le véritable vainqueur de cette élection sur la base des suffrages exprimés par les Camerounais et tels que recueillis dans les urnes, les évêques qui n'ont pas manqué de leur côté de déplorer des irrégularités, mais aussi l'absence des mesures prises pour faciliter le vote des déplacés venant des régions anglophones. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan. Le communiqué de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun est un regard rétrospectif et prospectif sur le processus électoral. Sur les étapes à venir précisément, l'Église catholique s'adresse particulièrement au Conseil constitutionnel, chargé de proclamer les résultats. Au Conseil constitutionnel, les évêques en appellent au sens élevé de responsabilité, en vue de traduire et de respecter le choix du peuple camerounais, tel que librement exprimé dans les urnes. Les autres protagonistes de l'élection de dimanche ne sont pas en reste. Les évêques lancent un appel au fair play en direction à la fois des partis politiques et des différents candidats en course au scrutin. En cas de victoire, ne cherchez aucunement à provoquer ou à humilier vos adversaires. En cas d'échec, sachez reconnaître votre défaite et féliciter le vainqueur ou les vainqueurs. Il y a par ailleurs la faible participation des citoyens des régions du nord-ouest et du sud-ouest à l'élection présidentielle qui préoccupe les prélats. Pour la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, des mesures particulières auraient dû être prises pour le vote de ces Camerounais affectés par la crise anglophone. Avant tout, les évêques ont une pensée pour nombre de compatriotes des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui auraient bien voulu prendre part au choix du futur président de la République, mais qui sont restés terrés chez eux à cause de l'insécurité. Pour les mêmes raisons, d'autres ont été obligés de se déplacer vers des localités plus calmes. Nous regrettons que des dispositions n'aient pas été prises pour assurer leur participation au scrutin par la création des bureaux de vote spéciaux. Nous pensons notamment à des localités comme Banga et tant d'autres qui ont accueilli un nombre important de populations déplacées. Autre regret de l'Église catholique, le maintien de certains bureaux de vote dans les chefferies traditionnelles, malgré une annonce contraire d'Elections Cameroun, ou encore la réduction du nombre de ses observateurs. Pour le reste, l'Église catholique relève que le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme et que les bureaux de vote ont généralement ouvert et fermé aux heures réglementaires. Des observations et bien d'autres qui seront consignées dans un rapport à produire et à publier par l'Église. 72 heures après ce scrutin présidentiel, que prévoit le code électoral? Quelles sont les étapes que doivent suivre à la fois les procès-verbaux jusqu'à la proclamation des résultats officiels par le Conseil constitutionnel? Élément de réponse avec Sylvestre Hippolyte Zangaou dans ce reportage. C'est au plus tard le 22 octobre 2018 que le Conseil constitutionnel, obéissant au délai de 15 jours maximum après la date de la clôture du scrutin, va publier les résultats de la présidentielle du 7 octobre dernier. Mais avant, le code électoral prévoit d'autres étapes.
Les 360 antennes communales de l'ECAM avaient jusqu'au 9 octobre pour compiler les procès-verbaux dressés par les bureaux de vote et les transmettre aux 58 commissions départementales de supervision des élections. Depuis le mardi 9 octobre donc, ces commissions départementales ont 72 heures pour faire le décompte des suffrages et transmettre les procès-verbaux à la Commission nationale de recensement général des votes. La commission, que préside le magistrat Émile Essombé, devrait donc être en possession des procès-verbaux dès ce 11 octobre 2018 pour un décompte général des voix, avant de les transmettre au Conseil constitutionnel. Ayant ainsi pris le relais pour la dernière ligne droite, Clément Atangana et les autres membres du Conseil constitutionnel vont dès lors procéder à la vérification de la régularité du scrutin avant de proclamer les résultats, au plus tard, le 22 octobre prochain. Ces résultats, comme le prévoit la loi, ne pourront faire l'objet d'aucun recours. Dans le reste de l'actualité, la lutte contre le grand banditisme fait rage à Maroua, à l'extrême nord du Cameroun. Les forces de l'ordre ont mis la main sur un groupe, un présumé gang de malfrats soupçonné d'avoir assassiné un enseignant il y a quelques jours. Ils ont été arrêtés en possession du chanvre indien et de nombreuses armes qui laissent prétendre qu'ils seraient très actifs dans cette partie du Cameroun. Amadou Daïrou et Xavier Foka. Un gang de malfrats constitué de 10 jeunes garçons et d'une fille a été interpellé par les éléments du commissariat central de Maroua. Ces présumés coupables sont accusés d'avoir assassiné le nommé Luc Noubeye, enseignant dans la ville. Cette interpellation est le fruit d'une battue menée par une patrouille de la police. A repéré une moto suspecte à bord de laquelle se trouvaient 3 individus. La patrouille a pris cette moto en chasse, qui d'ailleurs ne voulait pas obtempérer. Ils étaient obligés de les bousculer dans les caniveaux. Les 2 ont réussi à s'échapper. Le 3e est allé se cacher dans le champ de mine. Nous avons retrouvé sur les lieux des machettes, des poignards et des téléphones. Toutes choses qui nous ont amené une battue dans les encablures du lieu de chute. Nous avons retrouvé dans le champ de mine l'un des suspects, nommé Madikembe Serge. C'est après l'interpellation de ce dernier que nous avons réussi à mettre la main sur la suite de sa bande. Leur interpellation a permis à la police de mettre la main sur leur butin, constitué des uniformes de la police, des uniformes militaires, des machettes, des poignards, des munitions, qui leur permettent souvent d'opérer. Dans leur exploitation, nous avons compris qu'ils étaient à l'origine de beaucoup d'agressions à main armée et même des assassinats. Au regard de la récurrence de tels actes dans la ville de Maroua, la police appelle les populations à plus de collaboration. Nous avons besoin davantage de collaboration pour venir à bout de ces phénomènes. La veuve éplorée a assisté avec son fils à la présentation des présumés assassins de son mari en attendant l'aboutissement de l'enquête qui a été ouverte. À l'heure des préinscriptions dans les universités, des jeunes bacheliers exercent encore des petits métiers à Loum, dans le département du Mungo. Ils sont nombreux, ces jeunes bacheliers qui hésitent à se rendre à l'université, redoutant de devenir des diplômés sans emploi. Ils s'expriment dans ce reportage de Jacquino Molon et Isabelle Carole Zoupet. Après leur admission au baccalauréat, les jeunes diplômés de la ville de Loum, dans le département du Mungo, ont des itinéraires divers. Entre s'inscrire à l'université, faire une formation, entrer dans la vie active, chacun y va de son choix. J'ai opté pour une bourse marocaine pour pouvoir continuer mes études de médecine à l'étranger. Certains parmi eux ont opté pour le secteur informel. Et moi, je n'ai plus d'autre option que de faire la moto pour me soutenir un peu parce que déjà, il n'y a pas le travail. Des parents évoquent le manque de moyens financiers pour inscrire leur progéniture à l'université. Ma fille a eu son bac cette année, dans les temps qui sont durs. Depuis qu'elle a commencé à la CIL, j'attache toujours mes bâtons de manioc pour l'envoyer à l'école. Bon, à l'heure-ci, là, je suis en train de voir que ça ne peut plus être vraiment à mon niveau puisque les universités sont devenues chères. Si tu veux l'envoyer dans une école de formation, on va te parler de 400 000, 500 000. Je vois que vraiment, je ne peux pas attacher les bâtons comme ça jusqu'à avoir 400 000 pour envoyer l'enfant à l'école. Et quand ils sortent même, il n'y a pas le travail. À quelques jours de cette nouvelle rentrée académique, bon nombre de bacheliers sont toujours dans l'embarras sur la filière à choisir.
A priori, il n'y a plus aucun duel entre la secrétaire générale sortante de la francophonie, Michaëlle Jean, et la ministre rwandaise des Affaires étrangères. Le Canada et la France ont décidé de rallier la candidature rwandaise à la grande surprise de certains observateurs. Qu'est-ce qui se cache derrière les enjeux géopolitiques de retour du Rwanda et du fait que la ministre des Affaires étrangères de ce pays pourrait prendre la tête de l'organisation de la francophonie? On voit tout cela dans ce reportage de Eric Martial Njomo. Il n'y aura finalement pas un duel de dames à Yveron, en Arménie, lors du 17e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Michaëlle Jean, secrétaire générale sortante de l'organisation qui avait l'intention de briguer un deuxième mandat, a vu ses chances mourir avec le soutien de son pays, le Canada, à son adversaire, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwado. Un soutien de poids fortement apprécié par la Rwandaise, désormais assurée de succéder à Michaëlle Jean à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. En mai 2018 déjà, le président français Emmanuel Macron avait assuré le soutien de la France à la candidature rwandaise, tout comme l'Union africaine plus tôt. Une posture de Paris qui contribue à l'amélioration des relations brouillées entre la France et le Rwanda. 54 délégations sont attendues à ce sommet qui s'ouvre ce jeudi en Arménie. Les 4 années de gestion de Michaëlle Jean auront été entachées par quelques scandales financiers avec, entre autres, le dépassement de ses frais de voyage de plus de 40%. Des critiques que refute fortement la Canadienne qui dresse plutôt un bilan positif de ces 4 années de gestion de l'organisation. C'est sous haute tension que se déroule l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football à Bankomo. Déjà 8 heures de débat houleux entre les délégués sur l'examen et l'adoption de 4 textes visant à réformer les mécanismes de fonctionnement de la Fédération camerounaise de football. Les travaux se poursuivent jusqu'à 7 heures à Bankomo, non loin de Yaoundé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après ce journal de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, après la journée folle du 8 octobre dernier, le MRC s'explique et veut s'attaquer au dossier Transparency Gate. Et c'est la télévision publique qui est désormais la cible du candidat du MRC qui estime que cette télévision publique a amplifié cette nouvelle concernant ces faux observateurs électoraux qui ont prétendu que le scrutin présidentiel s'est déroulé sans aucune irrégularité. Pourtant, Transparency ne reconnaît pas avoir mandaté de tels observateurs pour surveiller et apprécier le déroulement du scrutin présidentiel et que ces individus ne sont pas affiliés au sein de cette organisation de Transparency International. Du coup, le porte-parole du candidat du MRC, vous l'avez suivi, déplorer cette attitude qui vise à créer la désinformation au sein de l'opinion publique, et il est revenu également sur les propos de son candidat qui a fait savoir qu'il n'a pas proclamé les résultats. Cette situation et ces propos sont réservés au Conseil constitutionnel, mais qu'il continue à mettre la pression sur les pouvoirs publics. Cabral Libye compile ses résultats et met surtout en garde. Il met en garde contre un éventuel vol de la victoire du peuple camerounais. C'est ainsi qu'il s'est exprimé lors d'un point de presse qu'il a tenu à son quartier général du côté de Yaoundé. Le candidat du Parti Univers qui, vous l'avez suivi, a égrené un chapelet de critiques et d'irrégularités sur le scrutin présidentiel. Il se réserve de saisir le juge du contentieux post-électoral afin de dénoncer ces nombreux cas de tricherie selon ses propres termes. Lui qui compte également observer s'il peut être celui qui sera élu après le décompte des différentes voix exprimées au soir du 7 octobre 2018. Voilà, c'est donc l'essentiel du débrief, madame, monsieur. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le débrief toujours en compagnie des invités.